tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au duc d'Aumale, possesseur du château de Chantilly, l'un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi un homme au destin exceptionnel. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, cinquième fils de Marie-Amélie et de Louis-Philippe. Grâce aux précautions testamentaires prises par le duc d'Aumale, Chantilly reste plus d'un siècle plus tard un écrin de richesse préservé où le charme du 19e siècle continue d'opérer. Vous voulez en savoir plus sur le duc d'Aumale? Venez avec moi. Henri d'Orléans est le cinquième et avant-dernier fils de Louis-Philippe et de Marie-Amélie de Bourbon, princesse des Deux Siciles. Né le 16 janvier 1822, il hérite à l'âge de 8 ans de l'immense fortune de son parrain, duc de Bourbon et prince de Condé. L'héritage du prince de Condé est le résultat conjugué de l'intercession de Talleyrand, qui cherche à se rapprocher de la famille de Condé, qui le méprise depuis l'assassinat du duc d'Enghien en 1804, et du désir du prince de Condé que sa maîtresse Sophie de Wyss, après avoir été chassée de la cour, regagne une position mondaine. La famille d'Orléans accepte de donner son appui à la condition que Louis VI, Henri de Bourbon-Condé, choisisse pour héritier le duc d'Aumale. Cette manœuvre ressemble en partie à une captation d'héritage, car les Rohan pouvaient également prétendre à cette succession. Selon certaines sources, le duc de Bourbon aurait rédigé un testament en faveur du duc de Bordeaux et s'apprêtait à rejoindre le roi Charles X en exil, lorsque serait survenue sa mort suspecte. Cet héritage est considéré alors comme le plus important patrimoine foncier français. Il comprend notamment le domaine de Chantilly, dans l'Oise, et d'immenses forêts en Thiarchy, dans l'Ain. Le député d'extrême gauche interpelle le ministère sur le paiement des droits de cette succession, qui suscite à l'époque une belle polémique. La conquête de l'Algérie est une campagne difficile, coûteuse, qui contribue à envenimer les relations franco-britanniques. Mais les officiers français se prennent à rêver de lauriers et de carrières rapides que la situation stable en Europe ne laisse guère espérer. Et les succès de l'armée d'Afrique flattent une opinion publique patriotique, humiliée par les défaites de 1815 et peu satisfaite de la politique de paix européenne menée par le roi Louis XVIII. En juin 1830, la prise d'Alger décidée par Charles X est une opération de prestige, conduite à des fins de politique intérieure. Héritant de cette encombrante conquête, Louis-Philippe hésite entre l'évacuation des troupes demandée par l'Angleterre et les libéraux et leur maintien souhaité par une opinion publique patriotique. L'annexion de l'Algérie est finalement proclamée en 1834. La conquête du territoire commence. Alternant défaites et victoires, l'armée d'Afrique se tient jusqu'en 1837 à une occupation côtière, laissant le reste du pays sous le contrôle de l'émir Abdel el-Kader. Mais à partir de 1840, la France s'engage dans la conquête du pays tout entier, menant pendant plusieurs années une conquête sans merci à l'émir, affaibli après la spectaculaire prise de sa Smala en 1843 et définitivement vaincu en 1847. Après son mariage avec sa cousine en 1844, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, le duc d'Aumale fait aménager et décorer ses appartements privés dans le petit château de Chantilly, seule elle encore debout après les destructions de la Révolution française. Qui s'oppose à la colonisation de leur union naîtront 8 enfants, dont 2 fils seulement atteindront l'âge adulte. Henri d'Orléans entre dans l'armée à 16 ans. Sous-lieutenant le 1er janvier 1837, lieutenant le 1er janvier 1838, capitaine le 1er janvier 1839, chef de bataillon le 21 août 1839. Lieutenant-colonel le 21 juin 1840, il est directeur de tir à Vincennes le 24 septembre 1840. Affecté le 16 février 1841 au 24e de ligne, il part pour l'Algérie et participe au combat de la Froune, mais doit rentrer en France pour des raisons de santé après avoir été promu au grade de colonel. L'époque est plutôt agitée lorsqu'il rentre dans Paris par la faubourg Saint-Antoine le 13 septembre 1841. Il manque d'être assassiné d'un coup de pistolet par un extrémiste. Personnalité multiple, homme de lettres, historien, chef militaire, homme politique, président du Conseil général de l'Oise, il exerce des responsabilités politiques et on pense à lui pour la présidence de la République en 1873.
Le duc d'Aumale est surtout un collectionneur d'art exceptionnel. Il revient en Algérie le 7 septembre 1842 avec le grade de maréchal de camp, équivaut à général de brigade, et se distingue lors de la prise de la Smala d'Abdelkader le 16 mai 1843, capitale ambulante de l'émir. À la suite de cette campagne, il est promu lieutenant-général le 3 juillet 1843 et nommé commandant de la province de Constantine. Il dirige l'expédition de Birska en 1844 et prend part à la pacification de l'Aurès à la tête de légionnaires du colonel MacMahon. De retour en Algérie, il succède à Burgos comme gouverneur général de la colonie française le 21 septembre 1847. Le 24 décembre 1847, à Nemours, près de la frontière marocaine, il vient recevoir la reddition d'Abdelkader. Il confirme l'engagement pris la veille par le général Lamorcière, commandant de la division d'Oran, que l'émir serait conduit à Alexandrie ou à Saint-Jean d'Acre, engagement qui ne sera pas respecté, compte tenu de la situation politique en France. Louis-Philippe est visé par de nombreux attentats, dont celui de Fieschi, le plus meurtrier en 1835, qui débouche sur une restriction de la liberté d'expression. Les ouvriers, tels que les Canutes de Lyon, se révoltent en vain contre l'écrasement des salaires. Les bourgeois libéraux, quant à eux, vivent dans le souvenir de la Grande Révolution et de Napoléon Ier. Interdits de réunion, les républicains contournent les lois en organisant à partir du 9 juillet 1847 des banquets qui réunissent des centaines de participants autour des quelques éminents orateurs. On compte pas moins de 70 à Paris et dans les grandes villes du royaume au cours des 7 mois suivants. L'un de ces banquets ayant été interdit, les étudiants et les ouvriers manifestent le 22 février 1848 à Paris. Ils sont rejoints le lendemain par la garde nationale, composée de petits bourgeois. La rue commence à se calmer quand le roi renvoie enfin son premier ministre, le triste et impopulaire François Guizot. Mais le soir du 23 février, une manifestation dégénère devant le ministère des Affaires étrangères, sur le boulevard des Capucines. Un coup de feu entraîne une riposte des soldats. On révèle une vingtaine de morts. Les barricades se multiplient. Dans la nuit, Louis-Philippe rappelle Adolphe Thiers, qui l'a porté au pouvoir 18 ans plus tôt. Mais le remède est sans effet. Reçu avec hostilité par la troupe stationnée au carrousel devant le palais des Tuileries, le roi se résout à abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, en confiant la régence à la duchesse d'Orléans. Le duc d'Aumale se démet de ses fonctions après la Révolution de 1848 qui met fin à la monarchie de juillet de son père Louis-Philippe. Celui-ci s'exile en Angleterre avec toute sa famille, dont celle du duc d'Aumale. C'est durant cet exil qu'il commence à collectionner des livres rares et des œuvres d'art. Il s'exile en Angleterre et s'installe à Orléans House, près de Tinkenwan. C'est un grand château de style disparate, plus confortable que fastueux, où son père avait vécu pendant l'immigration. Ses frères occupaient aussi des appartements dans l'immense demeure. Un beau parc, la Tamise tout près, la possibilité d'installer une bibliothèque, un asile de méditation, une réception assez vaste pour pouvoir créer une atmosphère accueillante, un nom français adopté d'emblée. Cependant, dès le début de son exil, il écrira à son professeur et ami Gerhardt « L'Angleterre me pèse, et les Anglais encore plus. La lourde verdure du pays l'excédait. Ils avaient soif d'une lumière nette, d'un paysage aux lignes dépouillées. » Et en 1853, il acquit du prince de Partana le domaine de Zucco à l'ouest de Palerme, soit 16 000 hectares produisant du miel, un vin précieux gardé jour et nuit, 10 000 caisses de citron et 500 à 600 quintaux d'olives. Des bois d'oliviers centenaires, des arbres de Judée, des cactus hérissés d'étranges résineux, l'arôme des citronniers, des orangers, des buis, des lauriers, des carambouilliers, des amandiers, une maison fort simple, vaste mais sans luxe, une enfilade de salles basses blanchies à la chaux,
où régnait une fraîcheur perpétuelle, un paradis où il s'épanouissait. En 1861, dans une brochure intitulée Lettres sur l'histoire de France adressée au prince Napoléon, il réplique vivement au prince Napoléon, cousin de Napoléon III, qui dans un discours au Sénat du 1er mars avait attaqué les membres de familles royales accusés de trahir leur drapeau, leur cause et leur prince pour se faire une fallacieuse popularité personnelle. La brochure est saisie, l'éditeur et l'imprimeur condamnés. En 1865, le gouverneur impérial s'oppose également à la publication de l'histoire des princes de Condé, qui paraît finalement en 1869. Le duc d'Aumale commence à investir dans la presse, devenant en 1858 à 1860 un des propriétaires de la Continental Review, publication britannique, et prêtant de l'argent à un des propriétaires du Courrier du Dimanche. En 1865, il investit dans un journal éphémère, L'Époque, et en 1868, il prend une participation dans le journal Le Siècle. De 1867 à 1890, il est un des actionnaires principaux du journal Le Temps. De retour en France en 1870, il assiste impuissant à la déroute de l'armée française après avoir offert de combattre. Il revient en France avec son frère, le prince de Joinville, mais ils sont reconduits en bateau. Réintégré dans l'armée en 1872 avec le grade de général de division, il est nommé le 28 septembre 1873 commandant du 7e corps d'armée à Besançon. Un an après la chute de Thiers, le 24 mai 1873, sollicité, il accepte le 15 mai 1874 l'intérim créé par la loi du septennat pour proroger le mandat de Patrice MacMahon, duc de Magenta, en vue du projet de restauration monarchique de son neveu, le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. Mais sa candidature est récusée par la droite. En novembre 1873, un projet de restauration en faveur du prétendant légitime, le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, a échoué en raison de l'attachement sans concession de la majorité des députés au drapeau tricolore et du comte de Chambord au drapeau blanc de la monarchie. En 1877, craignant que le complot militaire de Gaëtan Rochebouet ne se fasse au bénéfice des bonapartistes et au détriment des orléanistes, il assure le chef des républicains radicaux Léon Gambetta de son soutien en cas d'insurrection. En 1879, il est touché par la série de mises à pied que provoque la démission de MacMahon, mais son amitié avec Gambetta lui vaut d'être nommé inspecteur général de l'armée, ce qui est son dernier rôle comme militaire. Le duc d'Aumale reste toutefois en disponibilité avec les autres princes de la famille qui appartiennent à l'armée. Il est placé en non-activité par retraite d'emploi en 1883 et rayé des cadres de l'armée en 1886. Il quitte la France une seconde fois en raison de la loi d'exil de 1886. En 1886, le général Georges Boulanger, ministre de la guerre depuis le 7 janvier, entreprend de transformer l'armée dite de métier en armée nationale. Le 11 juin, la seconde loi d'exil est votée à la suite de la retentissante réception des fiançailles de la princesse Amélie d'Orléans à Paris. Le 15 mai, empêché de passer par la rue de Varennes par la longue file de voitures, l'impatient Georges Clémenceau aurait dit alors à Léonide Leblanc, maîtresse du duc, et qui fut également la sienne, dites-lui de se méfier, au pavé qu'on va jeter dans la mare de sa famille. Il pourrait bien être éclaboussé. En juillet, le duc d'Aumale est rayé des cadres sur proposition de Boulanger par Jules Grévy, à qui il écrit avant d'être expulsé en Belgique par le directeur de la Sûreté le 14. Une demande collective pour le rappeler, le prince en exil, est adressée en 1888 au gouverneur. Le duc d'Aumale est autorisé à rentrer en France par décret du 8 mars 1889. Il est élu académicien des sciences morales et politiques le 30 mars. Il est nommé directeur de l'Académie de Besançon, docteur honoraire de l'Université d'Oxford et membre de l'Académie royale de Bruxelles. De 1893 à 1897, il dirige la Société de secours aux blessés militaires, devenue depuis 1940 la Croix-Rouge française.
Il fait construire dans la station thermale de Saint-Honoré-les-Bains 2 villas, véritables petits castels dénommés le pavillon rose et le pavillon blanc, aujourd'hui transformés en gîtes. En mai 1897, l'incendie du bazar de la Charité, où sa nièce préférée, Sophie Charlotte, duchesse d'Alençon, trouve une mort héroïque, le frappe douloureusement. Au printemps de 1897, il était venu passer quelques jours à Zouko, où la mort l'a emporté par surprise et aucune de ses volontés suprêmes n'a pu être exécutée. Il serait mort de crise cardiaque peu après avoir rédigé une vingtaine de lettres de condoléances à des familles de la noblesse endeuillées par l'incendie du bazar de la Charité. Mais des mains pieuses ont enveloppé son cercueil du drapeau tricolore à l'ombre duquel son père et lui avaient combattu et qu'il faisait flotter sur sa maison d'exilés. Le 14 mai, après avoir remonté de Palerme toute l'Italie, le corps arrive à la gare de Lyon de Paris et reçoit le 17 mai, lors des obsèques à la Madeleine, à la demande des siens, les honneurs militaires dus à un grand croix de la Légion d'honneur. Mais pour un ancien général rayé du cadre de réserve, cet hommage ne comprenait ni musique ni défilé réservé aux officiers généraux en activité. Comme on l'a vu, son nom est resté dans l'histoire. Né le 16 janvier 1822 à Paris, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, eut une vie mouvementée, à l'image de son époque. Militaire de carrière, homme politique et grand amateur d'art, il fut aussi, on le sait moins, un écrivain réputé en son temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.